Elle n'avait que 16 ans lorsque Luca Cordero di Montezemolo, bien avant de devenir le légendaire président de Ferrari et l'incarnation même de l'élégance italienne, s'est précipité dans les rues de Rome, les bras grands ouverts, en criant à tue-tête « Ti amo », comme un fou passionné. Pour la toute jeune Ornella, ce fut son premier amour véritable, intense, dévorant, et sa première grande douleur, celle qui marque à jamais le cœur d'une adolescente déjà confrontée à trop de chaos. À 19 ans à peine, elle donne naissance à une petite fille, Neck, sans jamais dévoiler l'identité du père. Au zénith de sa gloire naissante, alors que le monde entier la célèbre comme l'une des plus belles actrices du cinéma italien, elle tombe éperdument amoureuse de l'artiste le plus adoré et le plus charismatique d'Italie, alors qu'elle est déjà mariée à un autre homme. Des décennies plus tard, c'est cet amant qui, sans la consulter, révèle publiquement leur liaison explosive. Elle parle encore aujourd'hui de trahison profonde, d'une violation de leur intimité sacrée. Et pourtant, avec le recul des années, elle ose l'avouer sans détour. Oui, ça en valait la peine. Cette passion interdite reste l'un des chapitres les plus vifs de sa mémoire. Aujourd'hui, à 70 ans, Ornella Muti ouvre enfin les portes de son âme dans son autobiographie parue en 2025. Elle parle sans filtre des hommes qui ont traversé sa vie comme des tempêtes, des secrets qu'elle a portés seule pendant des décennies, du chaos soigneusement dissimulé derrière son visage de madone. De ses expériences avec le LSD à l'adolescence, de l'abandon précoce à la violence sur les plateaux de tournage, des coups de fouet d'un réalisateur jusqu'aux prières murmurées à un dieu qu'elle avait longtemps relégué au silence. Ce n'est plus l'icône glamour et intouchable que nous pensions connaître depuis toujours. C'est une femme blessée, complexe, résiliente, dont la vérité est bien plus sombre, bien plus nuancée et infiniment plus humaine que les rumeurs ne le laissaient supposer. Née Francesca Romana Rivelli à Rome en 1955, Ornella grandit dans un univers de contrastes saisissants. Raffinement artistique d'un côté, désordre émotionnel et financier de l'autre, amour débordant et abandon brutal, éclat de rire et silence pesant. Son ascendance elle-même semble refléter cette dualité intérieure. Sa mère, Ilse Renate Krause, sculptrice estonienne issue d'une lignée aristocratique liée au médecin personnel du tsar de Russie, incarne l'élégance froide, la culture raffinée et une distance émotionnelle presque palpable. Son père, Renato Rivelli, journaliste napolitain au tempérament de feu, apporte le charme méridional, l'humour ravageur, l'esprit vif, mais aussi les dettes de jeu, les absences et l'instabilité chronique. Maman était la glace, papa le feu, racontait-elle avec une pointe de nostalgie amère. Moi, je vivais dans la fumée entre les deux, essayant de respirer sans me brûler ni me geler. Cette fumée devient étouffante très tôt. À seulement 4 ans, on l'envoie vivre chez une tante en Suisse, officiellement pour soigner ses poumons fragiles avec l'air pur des Alpes. Mais pour la petite Francesca, c'est un exil incompréhensible et terrifiant. On m'a dit que c'était pour ma santé, écrira-t-elle plus tard, mais personne n'a pris le temps de m'expliquer pourquoi on m'arrachait à ma maison, à ma langue, à mes parents. Je ne parlais ni allemand ni français. J'étais complètement perdu. À mon retour à Rome, après 1 an et demi, j'avais presque oublié l'italien. Cette séparation précoce creuse une cicatrice invisible mais profonde, la première d'une longue série de ruptures qui jalonneront sa vie affective, professionnelle et amoureuse. À 11 ans, le drame s'abat à nouveau. Son père adoré, celui dont elle chérit l'humour et la chaleur malgré ses failles, meurt subitement d'une crise cardiaque sous ses yeux. Elle se souvient encore du bruit étrange dans sa gorge, ce râle sourd, puis le silence absolu. J'étais figé. Je ne comprenais pas que j'assistais à la mort en direct. Ce jour-là, ma vie s'est divisée en un avant et un après. J'ai cessé d'être une enfant innocente. Sa mère, brillante artiste mais nomade dans l'âme, n'est pas équipée pour la maternité quotidienne. Elle n'était pas cruelle, précisera Ornella, juste ailleurs, perdue dans ses sculptures et ses rêves. Elle voulait vivre intensément, pas élever des enfants. Dès lors, Francesca bientôt Ornella apprend à se débrouiller seule. Il n'y avait personne pour me tenir debout. Alors j'ai appris à me tenir moi-même, coûte que coûte. À 14 ans, presque par hasard et surtout par nécessité financière après la mort du père, elle est repérée par un directeur de casting. Le film La Mowgli più bella de Damiano Damiani devient son baptême cinématographique. Le rôle, inspiré de la vraie militante sicilienne Francesca Serio, exige une maturité et une intensité émotionnelle qu'aucune adolescente ne devrait porter. Sur le plateau, Damiani la pousse dans ses retranchements.
Il la gifle pour obtenir des larmes authentiques, la fouette les jambes avec une cravache, pour la réveiller, dit-il. Elle rentre chez elle couverte de bleu, le médecin prescrit 15 jours de repos. La production rétorque à sa mère. Soyez reconnaissante qu'on la laisse travailler. C'est le choc inaugural dans un monde impitoyable qui exige tout dès l'avant qu'elle ne sache qui elle est vraiment. Pas d'enfance protégée, pas de filet de sécurité. À 15 ans, elle est déjà professionnelle. À 20 ans, un fantasme public. À 30 ans, un mythe vivant. Mais sous la légende persiste la petite fille exilée, celle qui a oublié sa langue maternelle et qui a appris à sourire en cachant la douleur. À 16 ans, elle tombe follement, précipitamment, irrémédiablement amoureuse de Luca Cordero dit Montezemolo. Il est jeune, fougueux, charismatique à l'extrême. Pour l'adolescente en plein apprentissage de la célébrité, de la féminité et de sa propre vulnérabilité, il représente une révélation lumineuse. J'ai gardé un souvenir magnifique de lui, confiera-t-elle des années plus tard. Il était fou, mais d'une folie magnifique et pure. Soudain, au milieu de la rue, il ouvrait grand les bras et hurlait Ti amo. Comme dans un film. C'était imprudent, romantique, totalement sincère. Il lui offre une fine bague de promesses, une fédé, symbole d'un avenir qu'elle ose à peine imaginer. Elle adore sa spontanéité, son rire contagieux, la façon dont il la fait se sentir pleinement vivante. J'ai toujours aimé rire, avouait-elle, et lui me faisait rire comme personne d'autre. Mais les amours adolescents, surtout dans les cercles huppés de Rome, résistent rarement à la réalité. Sans dispute explosive, sans explication claire, tout s'arrête dans un silence glacial. Il choisit une autre femme, Sandra, qu'il épouse. Ornella ne pleure pas en public, mais ce premier chagrin d'amour laisse une trace indélébile, un vide qu'elle portera longtemps. À peine 3 ans plus tard, à 19 ans, sa vie bascule encore, naissance de Neck. La grossesse déclenche un scandale médiatique retentissant. Ornella refuse catégoriquement de nommer le père. Les tabloïds spéculent sur José Luis Bermúdez de Castro, riche producteur hispano-cubain de plusieurs décennies son aîné, avec qui elle a été liée au début des années 1970. La chronologie colle, mais Ornella reste muette. Neck porte son nom de famille. Des années plus tard, Neck met fin aux rumeurs par un test ADN, ce n'est pas lui. Le secret du père biologique reste l'un des mystères les mieux gardés du show-business italien. Certains murmurent que même Neck ne le connaît pas avec certitude. Ornella, face aux questions incessantes, se contente d'un sourire énigmatique, certaines choses n'appartiennent qu'à nous. À 20 ans, auréolée de ses premiers grands succès, elle épouse Alessio Orano, rencontré sur le tournage de Astérisque la Mogli più bella Astérisque. Leur alchimie à l'écran est électrique, hors champ, ils deviennent inséparables. C'est une romance de plateau classique, pleine de passion juvénile et d'illusions sur la protection que la gloire pourrait offrir. Le mariage, discret en 1975, symbolise pour elle l'espoir d'une famille stable, aimante celle qu'elle n'a jamais eue. Mais Neck est déjà né l'année précédente, fruit d'une relation qu'Ornella refuse toujours de commenter. Avec Orano, elle cherche un refuge, une figure protectrice. Pourtant, les pressions de la célébrité, les fragilités de la jeunesse et l'absence de base solide les éloignent progressivement. En 1981, après 6 ans, le divorce est prononcé sans scandale, sans tempête médiatique, juste 2 chemins qui divergent. Puis arrive Federico Fascinetti, entrepreneur ancré, réfléchi, loin du tumulte artistique. Il représente la stabilité, un nouveau départ. Mariage en 1988, 2 enfants, Carolina en 1989 et Andrea en 1991. Pendant un temps, ils incarnent l'image de la famille idéale. Ornella déclare en interview que Federico est le grand amour de ma vie. Mais derrière les façades, les fissures apparaissent. Trahison mutuelle, peut-être, et surtout la sienne, la plus marquante. En 1981, sur le tournage des Astérisque Innamorato Pazzo Astérisque, après l'étincelle déjà visible dans Astérisque Il Bisbetico Domato Astérisque, une liaison secrète s'enflamme avec Adriano Celentano, alors marié à Claudia Mori. Leur connexion est électrique, humour ravageur, complicité espiègle, intimité évidente. L'équipe le sent, le public le devine, la presse les traque. Pendant des décennies, ils nient farouchement. Jusqu'à ce qu'un jour, Celentano lâche la vérité dans une interview, sans prévenir Ornella.
Il l'a dit sans me demander, se souvient-elle, la voix encore teintée de colère. C'était une violation totale. Nous avions été si prudents pendant tant d'années. Je pensais que ce chapitre était définitivement enterré. Et puis boum, il décide de tout déballer sans même m'en parler. Pourquoi? Pour la première fois, elle se sent exposer sans son consentement, une partie de son intimité livrée au monde à ses conditions à lui. Dans son livre, elle assume pleinement, c'était la seule trahison de ma vie. Et oui, c'était une véritable histoire d'amour, pas seulement une aventure physique. Je ne crois pas au sexe sans amour, je n'y ai jamais cru. L'aventure fut brève mais inoubliable. Adriano était marié, moi aussi, mais son charme m'a complètement désarmé. Il était drôle, et je tombe toujours amoureuse de ceux qui me font rire. Aurait-elle poursuivi si les circonstances l'avaient permis? J'aurais continué la relation, répond-elle simplement. Des années plus tard, même Nex se souvient. Je me rappelle quand il venait à la maison. J'étais toute petite. La vérité, une fois libérée, ne s'efface jamais. Ce chapitre a laissé une trace indélébile. Après l'échec avec Fascinetti et les séquelles émotionnelles de Celentano, Ornella entre dans une phase plus introspective. En 1998, elle rencontre Stefano Piccolo, chirurgien esthétique respecté, loin du show business. Élégant, attentif, il lui offre une normalité qu'elle n'avait jamais connue. Leur couple semble idéal, mais après 10 ans, elle décrit une lente érosion. J'ai laissé toute ma vie passer à travers lui. Je me suis perdu dans cette relation sans m'en rendre compte. La rupture en 2008 l'oblige à reconstruire son identité de zéro. Puis Fabrice Kervef, homme d'affaires français plus jeune, entre dans sa vie. Connexion immédiate, apaisée, discrète. Il voyage beaucoup, notamment en Russie où elle se sent liée par ses origines estoniennes. Mais la distance géographique et émotionnelle s'installe. En 2020, après 12 ans, la fin arrive sans drame, juste le silence, juste la distance. Parfois, c'est ainsi que les histoires se terminent. Depuis, elle choisit la solitude, sereine. S'il doit venir, que l'amour vienne pour me porter, pas pour me définir. Dans Astérisque Questa Sono Io Astérisque, 2025, elle tombe le masque. Elle confesse ses expériences avec le LSD jeune, tout le monde en prenait, on se croyait invincible, le suicide traumatisant d'une amie proche qui la pousse à arrêter net, Javenek. Elle était ma lumière, mon encre. Elle explore sa solitude chronique, forgée par l'exil suisse, la perte du père, l'instabilité maternelle. C'est facile de manipuler une femme blessée qui projette sur vous ses rêves de guérison. On tombe amoureuse de l'idée, pas de la personne. Spirituellement, après des années de bouddhisme, j'ai formulé mes souhaits à court, moyen et long terme, mais rien n'est venu. Elle revient à une prière simple, chrétienne. Un jour, j'ai prié Dieu, pas un mantra. En une semaine, tout s'est adouci. Je me suis senti protégé. La foi devient refuge, pas dogme. À 70 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants, Neck reste son lien le plus fort. On a grandi ensemble, elle était ma sœur, mon miroir, Carolina et Andrea dans le cinéma, et ses 4 petits-enfants comme les véritables amours de ma vie. Elle conclut avec une clarté apaisée. Je crois encore en l'amour. Celui qui vous prend dans ses bras sans vouloir vous réparer, qui vous caresse les cheveux dans le noir et qui reste. Une vie de rupture, de passion interdite, de secrets lourds, de cœurs brisés encore et encore. Et pourtant, je crois en l'amour. Et vous, quelle révélation vous a le plus touché? Pensez-vous qu'elle a eu raison d'assumer pleinement aujourd'hui? Partagez en commentaire. Pour d'autres histoires intimes de légendes du cinéma que vous croyez connaître, likez, partagez et abonnez-vous.